Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Info Hebdo, c'est votre émission d'analyse et de l'actualité politique nationale. Aujourd'hui, nous allons parler de la dissolution de Libercom SA. Nous allons parler également de la crise à la Renaissance du Bénin. Et nous finirons par le tic-tac qu'il y a eu entre le président Patrice Talon et le préfet Modeste Oboula au sujet de l'autorisation de la marche du Front pour un sursaut patriotique FSP. Dans cet exercice, je serai accompagné de Félicien Fayon du quotidien Le Matinal et de Babilas Atekbaon du quotidien Libération. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec le décryptage. Alors, comme je l'annonçais dans le titre, le décryptage se ferait avec vous, Babilas Atekbaon. Bonsoir. Oui, bonsoir Abdel. Comment vous allez? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Alors, Félicien Fayon, bonsoir. Bonsoir. Merci également. Vous êtes du quotidien Le Matinal. Bien sûr. Alors, le président Patrice Talon, dans un premier temps, vous avez suivi comme tout citoyen béninois cette semaine. Et le Front pour le sursaut patriotique a voulu effectuer une marche le jeudi dernier. Le préfet Modeste Oboula est passé sur les antennes pour interdire cette marche parce qu'il y avait plusieurs organisations qui étaient même antagonistes qui devaient marcher. Donc pour lui, il n'y aurait pas de sécurité. Il y a des questions de sécurité qui sont en jeu. Et il a interdit cette marche. Et quelques heures après, le président Patrice Talon décide quand même de faire suspendre cet arrêté préfectoral. Alors, est-ce que vous ne voyez pas quand même un deux poids, deux mesures? Puisque d'abord, il y a une cellule qui doit quand même analyser toutes les décisions prises par le préfet, qui est basée à la présidence de la République. Oui, vous savez, le préfet représente le gouvernement, le chef de l'État au niveau départemental. Et pour ces genres de manifestations, c'est le préfet qui prend les dispositions nécessaires pour pouvoir encadrer ces manifestations pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Alors si le préfet estime que la force publique à sa disposition n'est pas capable, n'est pas en mesure d'encadrer les manifestations en vue sinon programmées, je pense que le préfet est quand même libre d'annuler ces deux manifestations, quitte à ce que les uns et les autres aillent se retrouver pour voir comment est-ce qu'il faut faire les reprogrammations. Parce que vous voyez, ce n'est pas des... Il y a d'abord une marche de protestation, puis ensuite une marche de soutien. Ça veut dire qu'il s'agit de deux camps opposés, deux camps dont les visions sont opposées. Et ce n'est pas exclu qu'il y ait affrontement sur le terrain. Alors pour éviter cet affrontement, c'est que d'abord les itinéraires ne soient pas les mêmes. Et ensuite, qu'il y ait assez de moyens, c'est-à-dire qu'il y ait assez de forces de sécurité et de défense pour pouvoir donc encadrer ces marcheurs-là. Alors le préfet a estimé que l'effectif à son niveau, parce qu'en dehors de ces manifestations qu'il faut encadrer, il faut quand même que la ville de Cotonou, qui est donc la seule commune du département, soit sécurisée. On ne va pas déployer tout ce qu'il y a comme force publique, mais force de sécurité pour aller couvrir deux manifestations et laisser donc la ville comme ça. Il y a le quadrillage nécessaire qui ne doit pas bouger. Donc vous voyez, donc le préfet a estimé que lui, il ne peut pas le faire. Alors le préfet, vous savez, il dépend du chef de l'État. Le préfet est sous les ordres. Et c'est lui, je l'ai dit tout à l'heure, il représente le gouvernement au niveau départemental. Alors ça veut dire que quoi? Le préfet peut prendre sa décision, mais si son ministre de tutelle ou bien même le chef de l'État lui demande de revoir, de rapporter sa décision et d'autoriser les marches, le préfet ne peut faire autrement. Mais en principe, aujourd'hui, à l'aide de la rupture, je reviens à Félicien Fayon, Babilas, aujourd'hui, à l'aide de la rupture, quand même, toute décision du préfet doit passer par une cellule d'analyse qui est basée à la présidence de la République. Est-ce que cette décision n'a pas pris par la cellule d'analyse avant que le préfet puisse rendre publique sa décision? Oui, c'est pertinent votre question, mais nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Voilà, dans le secret des dieux. Donc on ne pourra pas savoir réellement ce qui s'est passé à ce niveau-là. Toutefois, il faut reconnaître que le chef de l'État est rentré il y a peu et dans un état de convalescence. Donc peut-être, je me dis que peut-être que le chef de l'État n'a pas encore toutes ses potentialités en place pour pouvoir aller dans ce sens-là, et essayer pour regarder dans tous sens. Toutefois, et vous avez parlé de la cellule d'analyse basée à la présidence de la République, voilà, et la cellule peut toutefois être informée de l'arrêté préfectoral, mais que le chef de l'État peut juger plus tard, que oui, que en réalité peut-être que cette décision peut-être, oui, cette décision ne cadre pas peut-être avec mes objectifs, et voilà, donc il prend autre décision pour encadrer tout cela. Et pour ma part, c'est ce qui s'est passé au finish. Il prend une décision d'autoriser la marche. Alors, mais est-ce qu'au fond, selon vous, cette décision
comment on appelle, cet arrêté préfectoral de Modeste Touboula paraît légitime. Est-ce que cet arrêté est légitime? Oui. Parce qu'en dehors du cas évoqué par Félicien Fayon, Voilà. que ce sont des cas antagonistes, Modeste Touboula a également dit qu'il faut que quand même la voie soit quand même libre pour permettre aux usagers de la route de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Voilà, il faut reconnaître une chose. Le préfet Modeste Touboula est resté dans ses prérogatives. Pour ma part, il n'a pas enfreint aux lois de la République. Il est resté droit dans ses bottes avec les tests. Hein, c'est ça que lui, il a fait. Il a respecté les tests de la République. Pour sa part, c'est-à-dire ces différentes marches annoncées allaient entraver peut-être la paix, allaient peut-être porter un coup à la paix, à l'ordre public. Donc, en cela, il a pris une décision pour essayer de recadrer tout ça là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais je voudrais noter une chose. Et je voudrais remarquer que, en réalité, cette autorisation de la marche par le chef de l'État, le préfet Modeste Touboula devait prendre ça comme, devait dire, une mise en garde déguisée. Pour ma part, voilà, ça doit être une mise en garde déguisée. Parce que reconnaissons que depuis quelque temps, les citoyens ne cessent de soulever la façon dont le préfet conduise les réformes du chef de l'État. Voilà, et beaucoup décrivent d'ailleurs cette démarche. Sa démarche. Voilà, sa démarche. Donc évidemment, si le chef de l'État vient à prendre une telle décision, moi je dis simplement que en réalité, c'est une mise en garde déguisée et le préfet devait comprendre cela et prochainement savoir sur quel pied danser. Alors, Félicien Fayon, est-ce que vous êtes d'avis, comme l'a évoqué tout à l'heure Babylas, est-ce que vous pensez que c'est une mise en garde que Patrice Talon a donnée quand même à Modeste Touboula, ou bien dans un même temps, Patrice Talon est en train de vouloir sacrifier Modeste Touboula, qui est quand même décrié de plus en plus par la population, pour pouvoir se refaire quand même une bonne cote de popularité, quand bien même lui aussi n'est pas bien vu par la population avec les derniers événements? Je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, revenir sur la série d'analyse et d'investigation qui est basée à la présidence de la République, qui est donc censée aviser les arrêtés, aussi bien ministériels que préfectoraux, avant que ces arrêtés-là ne soient signés. Que cette cellule n'est pas dirigée par le chef de l'État, bien que ce soit placé à la présidence et sous la présidence de la République. Il n'est pas dirigé par le chef de l'État. Ça veut dire quoi? La cellule n'est pas tenue de recevoir l'avis du président de la République avant de valider ou non les arrêtés. Ça veut dire quoi? La cellule peut avoir validé un arrêté que le chef de l'État peut juger peut-être contraire à sa vision. Ça, il n'y a pas de problème en cela. Ensuite, la décision qui institue, le décret du Conseil des ministres qui a mis en place cette cellule et qui demande à ce que tous les arrêtés ministériels et préfectoraux prennent par là, a bien dit que lorsqu'il y a urgence, d'accord, l'autorité compétente peut prendre un arrêté. Lorsqu'il y a urgence, parce qu'en réalité, c'est dit que l'arrêté doit prendre par là et durer 48 heures ou plus. Mais lorsqu'il y a urgence, l'autorité peut prendre un arrêté. Et ça va, de ce point, à partir de cet instant, il n'y a pas de problème. Et par rapport à la décision du chef de l'État, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui estiment que c'est un camouflet pour le préfet et que c'est un désaveu pour lui. Non, je ne suis pas d'accord avec eux parce que j'ai évoqué tout à l'heure un certain nombre de raisons qui peuvent amener le préfet à interdire les marches, ce qu'il a fait. Maintenant, si le président de la République lui demande de tout faire pour encadrer les marches, il reviendra au préfet maintenant de faire recours à qui de droit pour avoir les moyens nécessaires pour encadrer ces marches. Parce que c'est de ça qu'ils ont. Et ça, on n'a pas besoin de le faire savoir au public. Le préfet n'a pas besoin d'exhiber les courriers, peut-être ou bien les coups de fil qu'il aurait passé entre lui, qu'il aurait passé au ministre de l'Intérieur ou bien au DGPN pour que l'effectif au niveau du département soit renforcé afin que lui puisse encadrer la marche. Mais c'est que lui, peut-être à l'étape, au moment où les demandes lui étaient parvenues, il n'avait pas l'effectif nécessaire, il n'avait pas les moyens nécessaires pour encadrer la marche. Il a estimé que ça peut porter entrave à l'ordre public, comme l'a dit tout à l'heure Babylas. Et maintenant, lui, le chef d'État qui est le garant de l'ordre, s'il lui demande de le faire, il ne peut pas faire autrement. Mais on ne peut pas estimer que, on ne peut pas faire croire que c'est des injonctions qui ont tendance à le déstabiliser ou bien le désavouer publiquement. Non, il ne faut pas qu'on voit ça donc, de cette manière-là. Et je reviens à votre question par rapport à ce que Babylas a dit, qui a fait croire que bon, c'est une mise en garde déguisée. Je ne peux pas dire non, oui, mais moi je crois que c'est le chef de l'État, le préfet fait partie
du dispositif du chef de l'État. Le Est-ce préfet... Est-ce qu'une décision d'une telle envergure pourrait être prise par le préfet sans avis consultatif du chef de l'État? Ah oui, c'est possible. Parce que le préfet n'est pas sous le chef de l'État, il est sous, bien que représentant le chef de l'État et le gouvernement au niveau de son département, il a un ministre de tutelle. C'est le ministre de la décentralisation qui est le ministre de tutelle du préfet. D'accord? Donc, c'est sûr que ça a pris par là. Mais nous, on n'est pas dans les coulisses, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Okay. Maintenant, nous sommes aussi en politique. Nous sommes en politique, il ne faut pas exclure les détails politiques de l'affaire. Ce que nous expliquons, c'est juste l'aspect technique. D'accord? Parce que vous ne savez pas quand est-ce que la seconde marche a été initiée, vous ne savez pas qu'est-ce qui l'a provoqué. Il y a beaucoup de choses que nous, on ne peut pas tout de suite, on ne peut pas évoquer sur le plateau. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas que nous avons connaissance de cela, mais on peut supputer autour de cela. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas tout de suite conclure que c'est un désaveu pour le préfet. Non, nous sommes en politique. Le préfet a été nommé par le chef de l'État. Le chef de l'État ne va pas accepter le désavouer publiquement. S'il y a des choses à faire, il faut que ça va se régler entre eux. Alors, parlons même de politique. Le Fonds pour le show patriotique qui constitue quand même un mélange un peu hétérogène entre acteurs de la vie syndicale et acteurs politiques. Est-ce que vous ne voyez pas quand même que la vision n'est plus quand même plus très patriotique, Nabilas? Oui, c'est normal, parce que moi je dis d'abord que vous avez vu la marche... Est-ce que ce n'est pas une guerre de personnes qui se fait aujourd'hui au sein du Fonds pour le patriotique? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas tous ceux qui en veulent la Patrice Talon qui se retrouvent, qui veulent quand même se retrouver au sein de ce ou participer aux activités de ce front pour quand même créer une fronde sociale? Voilà. Et c'est là où se situe le problème. Et vous avez vu, c'est la raison principale de l'échec cuisant de leur match d'hier. Voilà, parce que pour ma part, c'est-à-dire, c'est des gens peut-être sans conviction qui se sont regroupés et que peut-être pour aller contre la gouvernance du président Talon. Mais dans la réalité, quel est l'objectif qui sous-tend réellement ce regroupement? C'est là où se situe la question. C'est la proposition qu'ils font. Voilà, c'est-à-dire, bon, voilà, est-ce qu'il y a une proposition concrète en réalité? On ne fait que crier malgouvernance. Mais en réalité, ils crient malgouvernance, mais vous avez vu hier, mais ils n'ont pas pu regrouper 500 personnes autour d'eux. Ils n'ont pas pu regrouper 500 personnes. Donc moi je dis que vraiment que c'est un véritable problème. Et c'est ça, voilà, moi je dis c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant parce qu'ils ont pompeusement annoncé cette marche et que finalement le chef de l'État dit oui, marchez, mais vous n'avez pas pu. C'est comme un enfant qui veut coûte que coûte poser un acte peut-être immoral, mais que le père dit non, mon enfant, ça ne se fait pas, et dit je dois faire. Le père dit fais ça, voilà, va faire. Maintenant, au finish, l'enfant même remarque que son âme n'a pas d'effet. Alors, Félicien Fayon, comment on appelle, jumelage d'acteurs de la société civile et acteurs de la société et de la politique au sein du Fonds pour le show patriotique qui, pour eux, défendent les causes des populations. Est-ce que vous voyez vraiment le véritable objectif de ce front? D'abord, ce n'est pas pour une première fois que nous voyons cela. Ça avait existé. Sous même le régime précédent, les acteurs politiques et les acteurs de la société civile se sont mis ensemble donc, pour faire des dénonciations publiques. On ne peut pas le leur empêcher. Est-ce que le combat est toujours même patriotique? sous le président Kérékou, il y a eu des acteurs de la société civile, des acteurs politiques qui se sont mis ensemble pour combattre à l'époque certaines choses, et notamment même la révision de la Constitution et autres. Et donc ce n'est pas une première dans l'histoire du Bénin. C'est des choses qui arrivent souvent. Vous savez, lorsqu'un régime vient au pouvoir comme ça, il y a des gens qu'on appelle des déçus, des frustrés. Des gens peut-être qu'on n'a pas pu caser, des gens à qui on n'a pas trouvé des postes et des places, tout ça. Donc ceux-là, ils deviennent tout de suite opposants. En plus d'eux, il y a des gens qui sont des éternels opposants. Il y a certains syndicalistes qui n'ont jamais été d'accord avec le pouvoir, quel que soit ce que le pouvoir fait. C'est-à-dire que même si le pouvoir, aujourd'hui, se promet de distribuer de l'argent de porte à porte, ces syndicats ne vont jamais être d'accord. Eux, c'est des extrémistes en quelque sorte. Et donc, eux, ils sont là, ils font toujours l'opposition. Ils ne font que marcher, ils ne font que dénoncer, ils ne font que crier. Parce que pour eux, le pouvoir doit être parfait. Mais quel est l'impact réel de leur marche, la marche qu'ils effectuent? Non, l'impact, c'est que ça inquiète quand même le pouvoir. Parce que vous savez, aucun pouvoir ne peut rester sans être critiqué et bien dirigé, et bien géré. Vous voyez, ce qui s'est passé hier, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est vrai que la mobilisation attendue n'a pas été ce qu'elle a été, mais ça a permis quand même d'inquiéter le pouvoir, d'accord?
pas de l'inquiéter pour que, bon, on pense qu'elle va chuter, tout ça, mais de montrer au pouvoir que ce que vous faites là, si vous estimez que c'est bon, il y en a qui ne voient pas ça du même œil que vous. D'accord? Ça a permis donc d'exprimer une certaine, je ne sais pas, un certain mécontentement populaire, ainsi de suite. Donc, on ne va pas minimiser leur sortie d'hier, on ne va pas négliger cela, on ne va même pas condamner ça parce que moi, je crois qu'il faut permettre à ce qu'il y ait une pluralité d'expression, une pluralité d'avis et d'opinion. Ceux qui ont marché hier, on leur regarde sur la gestion actuelle. Je crois qu'il faut leur donner carte blanche par rapport à cela. Maintenant, il reviendra au pouvoir de tirer de ce qu'ils ont lu comme motion hier et de leurs actions les leçons qui conviennent et de savoir désormais ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut qu'on aille voir un peu ceux qui dénoncent, ceux qui réclament. C'est la qualité de ceux qui demandent là qu'on va voir. Oui, puisque vous en parlez déjà, parlons de ceux qui dénoncent déjà. Justement. Il y a Libercom et ça, comme je l'ai dit en entame. Oui. Je voudrais rapidement faire une mise au point. En réalité, moi, je ne pense pas que la marche d'hier puisse inquiéter le pouvoir en place. Ah bon? Oui, voilà. Parce que en réalité, ils ont pompeusement annoncé la marche. Donc, vraiment, effectivement, au départ, on pouvait être inquiet. Mais au finish, en réalité, ils attendaient, les leaders de ce regroupement ils voulaient agir sur la situation délétère de certains agents, de certaines structures d'État qui ont été, dont le gouvernement a annoncé la liquidation, voilà, ou l'affermage. Voilà, ils voulaient agir en réalité sur ces agents-là. Voilà, mais en réalité, vous avez vu, ceux-là ils ne sont pas sortis pour faire la marche. Sinon, regardez tout ce nombre-là. Et que si c'est vrai, effectivement, ceux-là sortaient. Donc, évidemment, ils ne sont pas en phase, en réalité, avec de ceux qui veulent défendre. Voilà. Alors, Félicien, aujourd'hui, nous avons Libercom SA qui a été dissolu. Alors, quelle perception faites-vous de ce acte posé par le gouvernement de la République? Oh non, mais c'est une acte salutaire. Salutaire en ce sens que... La décision est salvatrice, c'est vrai? Bien sûr, parce que vous savez que Libercom est l'un des réseaux GSM, un réseau mobile GSM qui est en difficulté. Vous voyez, il est difficile aujourd'hui d'abord d'avoir une carte Libercom et de pouvoir l'utiliser comme on le veut. Vous ne pouvez pas téléphoner aujourd'hui avec cet opérateur hors de Cotonou, alors que lorsque vous achetez une carte SIM, lorsque vous vous abonnez à un opérateur GSM, ce n'est pas pour communiquer dans un sexe donné, c'est pour communiquer sur le territoire, sur toute l'étendue du territoire national. Et parfois international. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour Libercom. Déjà, ce numéro avec lequel ils faisaient des affaires, mais aujourd'hui, ils ne sont plus capables de le faire. Libercom Bénin SA, une société, une entreprise autonome qui paye des impôts, et qui a des agents. Je vous dis, il y a même de cela 1 an, voire 2, Libercom, même aujourd'hui, Libercom arrive à payer à peine le personnel. C'est-à-dire que ce qu'ils font là, les prestations qu'ils font là, le crédit que les gens achètent et tout ce qui se passe dessus là, ça ne suffit même pas pour payer les salaires du personnel. À partir de cet instant, pourquoi est-ce qu'il faut continuer par laisser la société dans cet état? Et je crois que le personnel devait même saluer la démarche du gouvernement et maintenant plaider pour que eux autres ils soient pris en compte au cas où il y aurait une restructuration, au cas où il y aurait une réforme au niveau de ce secteur-là. Maintenant, restructuration, réforme, oui, mais il faut qu'on se pose d'abord la question de savoir qui est-ce qui a amené Libercom dans cet état. Est-ce que ce n'est pas eux agents, ce n'est pas eux responsables qui sont là, ce n'est pas eux qui ont mal géré pour qu'on se retrouve là aujourd'hui. Il faut aussi se poser cette question, parce que si ça marchait bien comme ailleurs, l'État n'en viendrait pas donc à cette décision à laquelle nous faisons face aujourd'hui, et je ne pense pas que cela puisse faire regretter un seul Béninois. Cette dissolution du Bénin comme ça ne peut pas faire regretter un seul Béninois, parce que tout le monde a envie de communiquer sur le réseau local. Au Togo, quand vous allez, moi j'ai été à des séminaires, des colloques au Togo, quand vous allez à l'hôtel en même temps, on vous accueille avec un paquet, et dans le paquet vous allez voir une carte SIM Togocel. C'est-à-dire que l'État béninois, l'État togolais là, l'État togolais vous donne une carte SIM togolais avec Togocel bien sûr, avec crédit, tout pour dire vous communiquer là-dessus. Et quand ça finit, vous achetez le crédit et donc on vous oblige à utiliser le réseau local. Le réseau national. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Mais au Bénin, ce n'est pas le cas. Même l'État n'arrive même pas à offrir les cartes Libercom aux gens. Ils ne peuvent même pas communiquer hors de Cotonou. Maintenant, par rapport à la marche du FSP, si je dois encore revenir sur ce point-là, je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on analyse le contenu des réformes. Je voudrais abonder donc dans le même sens pour dire que
effectivement, les privatisations, ça fait mal aux employés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler déjà de privatisation à ce stade des structures d'État? Non, je parle parce que l'État parle de gestion déléguée, de gestion libre et ouais, de mandataire. Oui, c'est d'autres formes, c'est des formes aussi de privatisation en quelque sorte. Mais juridiquement, on va encore parler de privatisation. Oui, je dis c'est d'autres formes de privatisation. Ça dit que c'est des privatisations en quelque sorte. Parce que pourquoi est-ce qu'on ne veut pas laisser ça à l'État seul? Maintenant, il ne faut pas condamner l'État. Parce que si au niveau de la société tout allait bien, l'État n'allait pas penser à faire de la gestion déléguée ou bien à aller faire tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et il ne faut pas aussi voir le mal partout. Est-ce que vous voyez, il ne faut pas voir le mal partout. Lorsque c'est bien fait, je prends l'exemple du CNHU, je prends l'exemple de la Sonapra. La Sonapra, qu'est-ce qu'elle était? Jusqu'à ce que l'État ne décide donc de la liquider. La Sonapra s'était endettée lourdement. Et s'il faut payer, c'est l'État qui doit payer. Alors que si on le donne au privé, je ne pense pas qu'on en arrive là. On en arrive. L'aéroport international de Cotonou, aujourd'hui on parle de normes sécuritaires. L'État dit, je préfère céder ça au privé pour qu'eux puissent gérer. On ne va pas tout de suite les condamner, mais nous allons plaider à ce que des emplois ne soient pas perdus. Ça devait être ça. Mais est-ce que ce qui est fait aujourd'hui, est-ce que les emplois ne sont pas perdus? Monsieur Kader, aujourd'hui, je suis sûr que si vous tombez malade, on vous dit qu'on vous réfère au CNHU, vous allez d'abord commencer à pleurer. Vous allez dire, mais si je vais au CNHU, est-ce que je suis sûr de bénéficier des soins qu'il faut? Est-ce que je ne vais pas y mourir? Alors que si on le confie aujourd'hui au privé, vous avez vu, mais quand on a confié ça au privé, vous avez vu ce que c'est. L'hôpital de Tanguita, quand on a confié ça au privé, vous avez vu ce que c'est. Quand vous allez voir au niveau de l'HIA, l'hôpital de l'institution de l'armée, vous voyez comment est-ce que c'est bien géré. Vous voyez? Parce que c'est omis d'autres structures particulières. Ce n'est pas géré par l'État, ce n'est pas des fonctionnaires de l'État qui sont là. Et donc, eux, ils gèrent bien. Mais au CNHU, vous voyez un peu ce à quoi on assiste. Donc, c'est vrai que la décision de la privatisation n'est pas encore prise par rapport au CNHU. Mais si on devait en arriver là, je crois que ce serait salutaire. Et donc, les syndicats vont marcher, oui, mais il faut qu'eux-mêmes, ils réfléchissent pour voir mais les réformes que l'État engage. Quelles sont les conséquences de ces réformes-là? Conséquences négatives, conséquences positives, bien sûr, les deux côtés. Et maintenant, plaider pour que plutôt on puisse préserver les emplois. Alors, Babilas, vous avez écouté avec attention oui. Félicien. Alors, est-ce que selon vous, quand même, au niveau de l'URCOMESA, est-ce que, selon vous, la décision est salvatrice au niveau du gouvernement de fait de dissoudre entièrement la société avant de penser à une restructuration? D'accord. Et d'abord, je voudrais faire une mise au point. Et nous ne faisons pas d'amalgame avec les mots, parce qu'il y a un jeu de mots qui se retrouve à ce niveau. Liquidation, affermage, gestion déléguée et tout ça. Tout ça là, pour ma part, voilà, c'est tout ça là, pour ma part, c'est différent de la privatisation. Voilà. Parce qu'en réalité, si on parle de la privatisation, ça veut dire que l'État a cédé complètement et n'a plus rien à voir avec ça. Mais comme le disait Fayon tout à l'heure, c'est une privatisation déguisée. Non, mais ce n'est pas le cas. C'est le cas, parce que de toute manière, l'État a ses yeux sur ce qui va se passer à ces niveaux-là. Maintenant, si vous allez dans les rues, lorsque moi je écoute les gens, c'est que les sociétés d'État sont mal gérées au Bénin, généralement. Dans la rue, ce que les gens disent. Le problème, généralement, quand on dit que les sociétés d'État sont mal gérées, est-ce que le problème, c'est l'État qui a une mauvaise politique ou bien c'est le personnel même qui a une mauvaise... Voilà, c'est le personnel. C'est le système de fonctionnariat, en fait, qui fait que les gens gèrent mal les structures de l'État. Vous voyez, là où nous sommes à Esawe TV, si c'était pour l'État et que vous savez que vous, M. Kader, vous êtes recruté, que vous avez 30 ans à faire dans la maison, vous voyez, il y a une certaine rigueur que vous n'allez pas vous imposer dans le travail. Mais si c'est dans un privé où vous êtes payé en fonction des résultats obtenus, où on vous suit de près, où si vous déconnez, on rompt votre contrat systématiquement, je crois que vous allez mettre du sérieux dans le travail qu'il faut faire. Mais lorsque vous savez que n'importe comment, moi j'ai 30 ans à faire... Est-ce que l'État ne va pas revoir alors des sociétés ou des agents... C'est pour ça qu'il y a des offices qui ont été rendus autonomes. Quand vous voyez l'ORTB, c'est autonome. Où on dit aujourd'hui, l'État, quand Yahi Boni était là, il a dit, moi je ne veux plus qu'on envoie des fonctionnaires à l'ORTB, mais que l'ORTB, qui est un office autonome, recrute des gens avec qui il fait des contrats. Et si la personne, si le journaliste, le cadre, bien celui qui a été recruté, ne fait pas bien son travail, qu'on puisse le renvoyer. Les gens dénoncent, je veux parler surtout certains opposants bien, au régime qui dénoncent de jour en jour, en réalité, qu'on parle de privatisation, tout ça là. Mais en réalité, eux-mêmes, ils dénoncent la mauvaise gestion du CNHU, par exemple. Vous voyez, ils ne cessent de dénoncer tout ça là. Mais lorsque moi je compare par exemple le CNHU, par exemple à l'hôpital Saint-Luc de Cotonou,
Vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas photo. Tout le monde sait que oui, qu'à Saint-Louis, par exemple, mais que c'est aux mains des privés, mais que c'est mieux géré, voilà que ce qui se passe de l'autre côté. Et pourquoi on ne veut pas aller vers ces genres de réformes pour essayer de revoir, de corriger un peu les choses. Alors, Babila, cette émission tend vers sa fin, Félicien, mais nous n'allons pas finir cette émission sans dire un mot sur la crise à la Renaissance du Bénin. Félicien Fayon, vous en pensez quoi? Oh, c'est une crise normale, hein. Nous sommes peut-être à la fin d'un cycle. Et la famille Soglo a régné et apparemment nous sommes à la fin de leur règne. C'est l'impression que cela dégage. Les gens ont certainement marre donc, de les voir gérer à leur manière et apparemment ils posent des actes pour pouvoir les secouer, pour les inquiéter afin qu'ils puissent revoir leur mode de gestion. Et là où nous allons, c'est que ce n'est même pas exclu que aujourd'hui la famille Soglo quitte complètement la tête du parti. Vous savez, Léadi Soglo n'est plus là. C'est vrai que le père est en train de plaider en quelque sorte pour revenir à la tête du parti, mais je ne pense pas que cela puisse marcher. Et je dis, c'est une crise normale, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de société où il n'y a pas de crise. Et c'est les crises qui permettent d'abord de s'asseoir, de régler les problèmes. Alors nous attendons pour très bientôt la décision. Vous pensez que l'avenir de la RB est assuré sans les Soglo? Oh, bon, cette question, si je réponds à ça, peut-être que ça ferait mal à des gens parce que je ne sais pas ce que les Soglo ont apporté à la RB. Je ne sais pas combien les Soglo sont au sein du parti et je ne sais pas combien de voix ils apportent lorsqu'il s'agit d'élections au niveau du parti. Donc lorsqu'on dit qu'est-ce que la RB va être sans les Soglo, moi je dirais que la RB sans les Soglo vivra très bien. Merci à vous, Félicien Fayon. Bablas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, voilà, de toute manière, Félicien a déjà tiré la conclusion, c'est-à-dire que l'État, famille et je dis parti, famille, je pense que nous tendons déjà vers la fin. Seulement qu'actuellement, nous sommes dans une situation compliquée. Compliquée en ce sens que le congrès des réformistes devait démarrer, si je ne me trompe, aujourd'hui. Voilà. Et alors que... Ça a démarré d'ailleurs, puisque rien ne l'a interdit le congrès. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le débat en quoi la justice n'empêche pas le déroulement du congrès. À moins que le juge des référés prenne une décision pour donc stopper ça. Tout à fait. Et moi, je dis, mais lorsque le juge va prendre une décision qui va suspendre, par exemple, ce congrès-là, c'est un grand coup pour les réformistes, même s'ils ont une longueur d'avance sur le camp Léadi, parce que déjà, il faut reconnaître que le ministère de l'Intérieur a déjà statué sur le renouvellement du bureau politique. Voilà, donc avec ça, c'est ça là que les réformistes sont en train de brandir et ils s'en servent pour faire beaucoup plus d'arguments. Voilà, tout à fait. Donc je pense que effectivement, Léadi devait chercher maintenant à rentrer en lui-même et savoir que parti famille, c'est terminé et il faut savoir gérer avec des gens qui ne sont pas forcément de la même famille que lui et rassembler les gens autour de lui et travailler au lieu peut-être de chercher à toujours garder le parti comme le patrimoine. Je pense que nous tendons déjà vers la... Non, c'est pas un patrimoine. Non, pas du tout. Et nous tendons déjà vers la fin. Merci à vous, Babila Satik Paon. Merci à vous, Félicien Fayon, pour les riches échanges. Mesdames et messieurs, nous espérons que la Renaissance du Bénin va trouver un consensus à la fin de ce épilogue. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un thème à cette émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain pour notre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien.